Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 16 février. L'Algérie réaffirme un engagement sans faille en faveur de l'Afrique avec de multiples actions pour une Afrique unie, prospère et souveraine. C'est ce qui a été rappelé lors du 38e sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba et marqué par la présence du président de la République. Nouveau triomphe diplomatique algérien avec l'élection à la vice-présidence de la commission de l'UA de Selma Melika Haddadi suite à sa victoire écrasante contre sa concurrente marocaine, un acquis pour l'Algérie. Et la sphère politique en France secouée par de nouvelles révélations de Mediapart sur l'affaire Betaram. L'affaire qui implique l'actuel Premier ministre risque de provoquer un vrai raz-de-marée politique et judiciaire. Au Maroc, la grenouille sociale persiste avec le mépris du Marzen qui semble ignorer les revendications du peuple marocain décidé à exprimer son ras-le-bol et dénoncer la précarité sociale. Sport cyclisme pour terminer, le coureur algérien Assel Mohamed Najib du Mouloudia d'Alger s'est adjugé la 8e étape du Tour d'Algérie cycliste TAC 2025, couru ce dimanche entre La Rouatte et Ghardaya. Bienvenue à tous. Nous commençons avec l'actualité politique et la fin des travaux du 38e sommet de l'UA tenu à Addis Abeba en Éthiopie. Au cours de ce rendez-vous continental, l'Algérie a réaffirmé un engagement sans faille en faveur de l'Afrique, un engagement incarné par de multiples actions pour une Afrique unie, prospère et souveraine. C'est ce qui a été affirmé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, nous dit Amel Bouaqba dans ce papier. Le 38e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie marque une étape significative pour l'Algérie sur la scène continentale. Si notre pays a réaffirmé son engagement en faveur du continent africain à travers plusieurs initiatives et actions, il a surtout renforcé son rôle en tant que pays pivot et fer de lance de la renaissance africaine. En ligne de mire, la promotion de la paix, de la sécurité et du développement économique en Afrique. Ce leadership repose sur une diplomatie proactive et historique qui a pesé de tout son poids sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui n'a eu de cesse de plaider pour une Afrique unie, prospère et souveraine, loin de toute ingérence étrangère. Le chef de l'État a affirmé la détermination de l'Algérie à activer et consolider le rôle du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. كدولة مؤسسة لهذه الآلية بالحرص على تفعيل دورها في مواجهة التحديات الراهنة لا سيما فيما يتعلق بترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وهي تحديات تفرض علينا العمل بروح من التضامن والمسؤولية لتجاوز الصعوبات المالية التي تحد من قدرة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء على تحقيق الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها. L'engagement de l'Algérie en faveur du continent s'est aussi illustré par une contribution volontaire d'1 million de dollars destinée à appuyer ce mécanisme. Le président a salué également la création de l'agence de notation africaine qui représente une avancée significative et un nouveau jalon pour le développement de l'économie africaine avec un impact positif pour tous les pays du continent. Une démarche essentielle vers l'autonomie financière de l'Afrique et la consolidation de sa souveraineté économique prônée depuis toujours par l'Algérie. Autant d'acquis qui permettent à l'Afrique de parler d'une seule voix pour défendre ses intérêts, misant sur une coopération intra-africaine et une coordination agissante afin de libérer le continent de toute forme de dépendance ou d'exploitation.
Nous parlions déjà dans nos précédentes éditions de ce nouveau triomphe diplomatique algérien avec l'élection à la vice-présidence de la commission de l'UA de Selma Malika Haddadi, ambassadrice d'Algérie à Addis Abeba et représentante permanente auprès de l'Union africaine. C'est un acquis pour l'Algérie sous la conduite du président de la République, a-t-elle déclaré suite à sa victoire écrasante contre sa concurrente marocaine, nous dit Mariam Damis dans ce papier. L'Algérie marque un nouvel acquis diplomatique sur la scène africaine. L'ambassadrice d'Algérie à Addis Abeba et sa représentante permanente auprès de l'Union africaine, Selma Malika Haddadi, a remporté une victoire écrasante contre sa concurrente marocaine pour le poste de vice-présidente de la commission de l'UA. Cette élection témoigne du poids grandissant de l'Algérie au sein des instances continentales et intervient dans un contexte où l'Algérie plaide activement pour une gouvernance africaine plus autonome. Désormais, l'Algérie dispose d'un levier important dans la prise de décision stratégique de l'UA. Elle œuvre à promouvoir une vision africaine alignée sur ses priorités diplomatiques. Haddadi a proposé justement une vision nouvelle enracinée dans son dévouement à l'Afrique, ainsi que dans sa loyauté et son engagement envers l'UA. Avec son expertise et son expérience, elle incarne cette volonté algérienne d'engagement en faveur d'une union africaine plus forte et plus indépendante. Cette élection reflète la place de l'Algérie et sa profondeur africaine. Elle témoigne également de la confiance placée par les pays africains en elle et en sa direction judicieuse. L'Algérie a toujours joué un rôle prépondérant au sein de l'Organisation de l'Unité africaine et maintenant au sein de l'Union africaine. Nous allons poursuivre ce travail pour hisser son nom et son drapeau à travers notre direction clairvoyante de l'organisation, tant sur le plan administratif que financier. Nous serons toujours à la hauteur des attentes. Ma victoire, au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, était un nouvel acquis pour l'Algérie, sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. En tant que vice-présidente, Selma Malika Haddadi aura pour mission d'assurer le bon fonctionnement de l'institution sur le plan administratif. Elle supervisera l'exécution des affectations budgétaires tout en veillant à la bonne répartition des fonds destinés aux différents programmes de l'UA. Selma Malika Haddadi s'est fixée pour objectif de consolider la confiance et la synergie entre la Commission et les États membres de l'UA, pour que l'organisation continentale puisse atteindre ses objectifs et concrétiser ses programmes et aspirations prévus dans l'agenda 2063. Ce mandat s'annonce crucial pour la gestion des affaires internes de l'organisation, mais aussi pour la consolidation du rôle de l'Algérie en tant qu'acteur clé de la gouvernance africaine. Lors des travaux du 38e sommet de l'UA, la ministre de l'Environnement et de la qualité de la vie, Nadjiba Djilali, a réaffirmé en sa qualité de représentante du président de la République ce dimanche à Addis Abeba l'engagement de l'Algérie à lutter contre les effets néfastes du changement climatique dans le cadre du plan de relance économique visant à réaliser la croissance verte, rappelant la nécessité d'œuvrer à éviter la persistance de l'impact négatif sur la croissance des économies africaines. Pour rappel, le sommet se tient dans un contexte climatique critique marqué par des conflits géopolitiques et économiques aux conséquences imprévisibles pour l'Afrique, notamment les risques de sécheresse, de désertification, d'inondation et d'incendie de forêts entraînant déplacements, migrations et crises alimentaires. Réunion du Conseil des participations de l'État ce dimanche sous la présidence du Premier ministre Nadir Larbaoui, consacrée à la poursuite du transfert des biens confisqués dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption, et ce au profit des institutions et organismes publics. Lors de cette réunion, l'accent a été mis sur la nécessité d'accélérer la prise des mesures nécessaires pour garantir l'exploitation optimale des unités de production transférées au profit de la collectivité nationale, conformément aux directives du président de la République. Dans le volet coopération, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale étrangère et des Affaires africaines a reçu ce dimanche un appel téléphonique du Premier ministre libanais Nawaf Salem. Lors de cet appel qui fait suite à la visite officielle effectuée par Ahmed Attaf à Beyrouth en qualité d'envoyé spécial du président de la République, les deux parties ont évoqué les développements dans le sud du Liban, notamment la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu et le retrait des forces d'occupation israéliennes des territoires libanais. Le ministre d'État, à cet égard, a réitéré
la solidarité de l'Algérie avec le Liban face aux violations flagrantes de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, affirmant la disponibilité de l'Algérie à poursuivre son soutien en faveur du Liban, notamment en sa qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans le volet coopération toujours, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a pris part à la 42e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur à Tunis, à l'ordre du jour d'importants dossiers relatifs à la lutte antiterroriste ainsi qu'au plan périodique pour la stratégie arabe de lutte contre les crimes liés à la technologie de l'information et les crimes cybernétiques, en plus du projet du programme de la protection civile. Et lors d'une allocution prononcée à l'occasion, Brahim Red a souligné que cette rencontre intervenait à un moment où la région arabe est confrontée à de grands défis sécuritaires, ce qui oblige le pays à s'adapter à cette nouvelle réalité et à œuvrer pour trouver des solutions dans l'intérêt suprême du monde arabe. Vous n'êtes pas sans savoir que la détérioration continue de la situation politique, sécuritaire et sociale dans la région du Sahel a contribué à la fragilisation de la situation actuelle et a renforcé l'activité des groupes terroristes dans la région qui a connu un regain notable dernièrement. Il est donc impératif d'éradiquer ce fléau et cela nécessite d'intensifier les efforts et davantage de coordination tant sur le plan national que régional. Pour cela, l'Algérie est toujours prête à partager son expérience réussie dans la lutte contre le terrorisme avec les pays arabes frères et renouvelle à chaque occasion sa disposition à poursuivre le travail commun au niveau arabe et régional afin d'éradiquer ce phénomène. Je vous propose de réécouter le ministre de l'Intérieur. Face à cette situation et conscient des défis actuels, mon pays œuvre à renforcer les fondements de la cybersécurité, notamment avec la décision prise par le président de la République de créer une instance nationale de protection des systèmes d'information qui englobe le Conseil national de la sécurité des systèmes d'information et l'Agence de sécurité des systèmes d'information. L'Algérie poursuit ses efforts dans ce domaine, également à travers une stratégie nationale de sécurité des systèmes d'information en coordination avec les différentes instances concernées, en plus d'œuvrer à introduire la cybersécurité dans les programmes de l'éducation nationale. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a pris part à une rencontre de consultation organisée en visioconférence par le consulat général d'Algérie à Francfort, en collaboration avec l'association des médecins algériens en Allemagne. Tenue sous le thème « L'entrepreneuriat médical en Algérie », la rencontre a débattu des opportunités d'investissement médical dans le pays et des mécanismes adaptés pour impliquer les membres de la communauté nationale à l'étranger dans les démarches visant à renforcer l'investissement dans ce secteur vital. Nous le disions en titre, la sphère politique en France secouée par de nouvelles révélations de Mediapart sur l'affaire Betaram qui ne cesse de prendre de l'ampleur. L'affaire qui implique François Bayrou, ancien ministre de l'Éducation, le maire de Pau et l'actuel Premier ministre, risque de provoquer un vrai raz-de-marée politique et judiciaire, nous dit Afaf Belouchet dans ce papier. Un scandale aura autant secoué les fondations du paysage politique français. Rarement l'omerta d'un État aura semblé aussi cynique. Depuis les révélations de Mediapart, l'affaire Betaram n'a cessé de prendre de l'ampleur, transformant ce qui n'était d'abord qu'un cri étouffé en un raz-de-marée judiciaire et politique. Au cœur de cette tempête, un homme, François Bayrou, l'ancien ministre de l'Éducation, le maire de Pau et l'actuel Premier ministre. Évidemment, je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais. Côté député, de l'extrême droite au PS, en passant par le centre, l'affaire à son début émeut peu. J'en sais rien. Ça. Une enquête de Mediapart, c'est plutôt une preuve à décharge qu'à charge, mais on verra. Même son de cloche côté pouvoir exécutif, le scandale même pas évoqué en Conseil des ministres. Ce point n'a pas été évoqué en Conseil des ministres ce matin. Mais le château de cartes s'effondre. Les révélations de Mediapart font voler en éclats la défense de François Bayrou. L'homme qui prétendait n'avoir jamais rien su se retrouve face à une réalité accablante. Des lettres reçues mais restées sans réponse, des rencontres discrètes avec la justice, une protection politique accordée à une institution gangrénée. Dans la foulée, les victimes sont reçues à Matignon. J'estime que je porte un dossier d'intérêt général, d'intérêt national
avec 5 millions de personnes qui ont été, dans leur enfance, abusées par des adultes. Et le face-à-face qui suit la rencontre semble plus laborieux pour le Premier ministre français. Je n'ai pas dit que c'était une polémique montée de toutes pièces. J'ai dit que je ne savais pas. Pendant ce temps, aux portes de l'établissement incriminé, les manifestations se multiplient. Une indignation face à l'indifférence des pouvoirs publics, car l'omerta n'a pas été le fait d'un seul homme. Quand une mosquée, par exemple, a des prêches douteux, qu'est-ce qu'on fait ? Généralement, on ferme, on se dit on met ça sous contrôle judiciaire ou je sais pas trop quoi, bref, on fait tout le truc, il n'y a aucun problème, on communique vachement bien là-dessus, etc. Et donc, moi, la question que je pose à Bruno Retailleau, donc notre ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes, comment se fait-il qu'on peut, à un moment donné, laisser en toute impunité une organisation comme celle-là? Depuis, à l'Assemblée nationale française, l'indignation grandit également. Au fait déjà accablant s'ajoute désormais le poids de ce qu'on dit être des mensonges et avec lui, l'impératif d'une réponse politique. Dans l'hémicycle, les appels à la démission se font de plus en plus pressants. S'il s'avère que le Premier ministre a menti, effectivement, il doit en tirer des conséquences et je ne vois pas quelle autre conséquence que partir la tête basse. Du moment où on a un Premier ministre qui va mentir aux Français, qui va mentir à la représentation nationale, oui, il y a un scandale derrière. Il y a là un motif supplémentaire et très grave pour l'ensemble des parlementaires de voter une censure qui devient un bouclier pour les députés face au parjure du Premier ministre. Après avoir échappé à une motion de censure grâce à l'appui du Rassemblement national, François Bayrou joue donc son va-tout. L'affaire Betaram ne se limite plus à sa personne. Ce qui était un scandale ministériel s'étend désormais aux fondations même du pouvoir. À mesure que l'onde de choc grandit, l'exécutif vacille, englué dans le silence et l'embarras. L'Élysée se mure dans l'attente, Matignon retient son souffle, tandis qu'un Premier ministre autrefois inébranlable se retrouve seul, cerné par les révélations et le doute. Restons en France pour parler de cette libération tant attendue, celle de Georges Brahim Abdallah, le plus ancien prisonnier de France. Son affaire a mis en lumière les failles de la justice française détenue. Depuis 40 ans, ce militant libanais pourrait recouvrer sa liberté après une 11e demande de libération conditionnelle. Le verdict est attendu pour ce mois de février. Raouf Hamouche. Le 20 février 2025, Georges Ibrahim Abdallah devrait enfin être libéré. Après 41 ans en prison, il est devenu le symbole d'une justice instrumentalisée par des considérations politiques. Car s'il est encore derrière les barreaux aujourd'hui, ce n'est pas parce que la loi l'exige, mais parce que l'État français a sciemment choisi de le maintenir enfermé. Condamné en 1987, il est libérable depuis 1999. Mais à chaque décision favorable à sa sortie, l'exécutif français a trouvé un moyen de le bloquer, refusant systématiquement de signer l'arrêté d'expulsion qui lui permettrait de rentrer dans son pays, le Liban, officiellement. Rien ne justifie cette obstination. C'est le plus ancien prisonnier politique en Europe et un des plus anciens du monde. Georges Ibrahim Abdallah, il devrait être libéré depuis 1999, puisqu'il avait été condamné pour une complicité dans un acte criminel qu'il a d'ailleurs toujours récusé. Et cette complicité, théoriquement, évidemment, aurait dû l'amener à être libéré depuis longtemps. Au lieu de ça, ça fait 41 ans que l'État français continue à le maintenir en prison. C'est juste absolument inentendable. Pour mémoire, le plus ancien prisonnier politique, le plus célèbre au monde, qui était Nelson Mandela, a été prisonnier pendant 28 ans dans le pays de l'apartheid. Macron, libérez Georges Abdallah. Libérez Georges Abdallah. Libérez Georges Abdallah. Pourtant, depuis plus de 20 ans, la France s'acharne, cédant à des pressions extérieures au détriment de ses principes juridiques. Ce dossier est l'illustration parfaite d'une justice à géométrie variable. D'un côté, la France se présente comme le pays des droits de l'homme. De l'autre, elle refuse d'appliquer ses propres lois lorsqu'elles ne servent pas ses intérêts politiques. Libérons Georges Ibrahim Abdallah le 20 février, il doit être libre. Il en va, j'allais dire, peut-être une certaine vision de l'état de droit et de la justice dans ce pays. Toute autre décision ne ferait qu'accentuer le scandale qui est celui de sa détention depuis maintenant 41 ans. Il a passé plus d'années en prison jusqu'à maintenant que libre. Et ça se passe en France, le pays du droit de l'homme. Nous demandons que ce scandale d'État cesse, que Georges Ibrahim Abdallah soit libéré. C'est une honte pour l'État français, c'est une honte pour la France, ce qui se passe ici. En maintenant cet homme en détention au-delà de ce que la justice elle-même a jugé nécessaire, elle prouve que dans certains cas, ce n'est pas le droit qui prime, mais la raison d'État. Si elle venait à entraver encore cette libération, elle ne ferait que confirmer ce que beaucoup dénoncent depuis des années, un scandale d'État qui met à mal toute sa crédibilité.
Et justement, les affaires des détenus politiques en France révèlent au grand jour le vrai visage de ce pays. Celui d'une hypocrisie maquillée et d'une démocratie à géométrie variable, un visage qui se cache derrière un discours humanitaire que Paris prône à chaque occasion, nous dit Amel Bouarba. Regardez. Prêcher la morale en oubliant de balayer devant sa porte, une expression qui illustre l'attitude du gouvernement français qui s'érige en donneur de leçons en matière de respect des droits humains et en ignorant ses propres dérives. Au moment où la France se targue d'être le porte-étendard des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, des détenus politiques croupissent dans ces prisons en raison de leurs convictions. Leur seul tort, avoir défendu une cause juste. Mais vous savez que nous aussi, nous avons des prisonniers politiques, je le dis juste. Pardon ? Nous avons nous aussi des prisonniers politiques. Vous faites un parallèle entre le régime algérien et... Non, je dis juste que, que chaque pays doit regarder et balayer devant sa porte. Mais pardon, à qui je demande sa libération immédiate. À qui faites-vous allusion ? Eh bien, je fais allusion, par exemple, au président du FLNKS, donc Kanak, qui se trouve actuellement en prison à 17 000 kilomètres du territoire de la Kanaki. Et donc, il serait bien qu'il y ait un respect des droits humains, dont moi, je ne me bats pas à géométrie variable comme l'extrême droite lorsque c'est dans un pays et pas lorsque c'est dans l'autre. Et que ça serait bien qu'il y ait un respect des droits humains partout. Produit deux problèmes, cette prison. Elle est trop petite pour accueillir tous les délinquants de Nouvelle-Calédonie et les conditions de détention ne permettent pas une réinsertion des détenus. C'est-à-dire qu'une fois que vous passez en cellule au camp Est, vous ressortez, vous êtes encore plus perdu. La France compte des détenus politiques pas seulement dans les prisons françaises, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, une terre qui ne lui appartient pas et qu'elle s'est également appropriée, usant de tous les moyens de répression pour réprimer et incarcérer ceux qui contestent cette domination coloniale et qui réclament l'indépendance. L'un des exemples édifiant, le leader kanak Christiantin, qui avec d'autres militants est emprisonné dans des conditions inhumaines, indignes et dégradantes. Il est incarcéré à 17 000 kilomètres de sa famille et de ses avocats, suscitant une large indignation. La Nouvelle-Calédonie porte aujourd'hui encore les traces indélébiles d'une passe sombre de l'histoire de la France coloniale qui avait déporté des milliers d'Algériens arrachés à leurs terres et à leurs familles. Des pratiques répressives perpétuées aujourd'hui encore par ce pays qui se permet de critiquer d'autres nations au sujet des droits humains, mais qui ferme les yeux sur ses propres scandales. Au Maroc, la grogne sociale persiste avec le mépris du Marzen qui semble ignorer les revendications du peuple marocain, décidé à exprimer son ras-le-bol et dénoncer la précarité sociale. Alors, Hamouche. La situation sociale au Maroc se dégrade de plus en plus, conséquence directe d'une économie en chute libre. Le nombre des familles marocaines qui vivent sous le seuil de la pauvreté est en constante augmentation. Le mal-être est profond et la population n'hésite pas à exprimer sa colère et sa frustration face à une situation devenue inextricable. La corruption est désormais institutionnalisée et endémique. Les lois sont façonnées sur mesure pour préserver les intérêts des cercles au pouvoir et perpétuer l'impunité, tandis que les Marocains subissent de plein fouet l'enchaînement des crises sans qu'aucune solution ne leur soit apportée. Cela fait 4 ans que nous alertons les pouvoirs publics sur la situation catastrophique de nos habitations. Nos foyers ont été complètement détruits par les inondations. Aujourd'hui, nous sommes à la rue. Que Dieu nous vienne en aide. De nombreuses villes marocaines ont encore connu d'importantes manifestations cette semaine à l'appel de plusieurs organisations syndicales. Les appels se multiplient également pour une marche massive le 20 mars prochain pour exiger la chute du régime corrompu du Marzen. Le principal facteur qui pousse le peuple marocain à sortir est la pauvreté, le coût de la vie exorbitant, la cherté des produits de première nécessité, ainsi que les inégalités sociales. Ce à quoi nous assisterons prochainement est ce que nous avons baptisé Mars Noire, où tous les Marocains de l'intérieur comme de l'extérieur du pays sont appelés à marcher comme un seul homme pour faire tomber le Marzen. Les observateurs qualifient aujourd'hui la situation au Maroc de véritable bombe à retardement. L'implosion est imminente face à une situation socio-économique qui se dégrade un peu plus chaque jour et devant un régime qui se contente d'observer sans réagir.
Proche-Orient, la Société des prisonniers palestiniens a condamné le recours systématique par les forces d'occupation sionistes à la torture physique et psychologique et à l'encontre des prisonniers palestiniens. Le PPS a indiqué que l'entité sioniste recourait à tous les moyens possibles pour commettre des abus, notamment la torture physique, la négligence médicale, la famine et l'intimidation verbale. Parmi les personnes récemment libérées figuraient 36 personnes purgeant des peines de prison à perpétuité et plus de 330 détenus de Gaza qui avaient été arrêtés depuis le 7 octobre 2023. Bon nombre de ces personnes sont aujourd'hui confrontées à de graves problèmes de santé en raison d'années de mauvais traitements subis pendant leur détention. Et le sport cyclisme, pour terminer, le coureur algérien Assel Mohamed Nedjib du Mouloudia d'Alger s'est adjugé la 8e étape du Tour d'Algérie cycliste TAC 2025, couru ce dimanche entre Larouat et Gardaya sur une distance de 197 km,8 devant Yassine Hamza et Ammari Hamza, tous deux du club Team Madar Pro Cycling. Reportage Sid Ahmed Bouraïb. La 8e étape reliant le Roi à Gardaya était l'étape reine, celle coachée par tous les coureurs avant le tour, car se terminant par une arrivée au sommet. Les Algériens ont bien joué le coup en gardant le maillot jaune, en décrochant le maillot à poids désormais propriété de Youssef Reguigui et l'étape remportée par Nedjib Assel du Mouloudia d'Alger. السباق كان سريع كان تكتيكي كان فيه هيكتيك كما يقولوا بالانجليزيه كان فيه ضغط لكن الحمد لله قدرنا نجيري en tant qu'équipe وهذه هي ان شاء الله نكملوها. Je remercie l'équipe pour ce merveilleux travail au début de course. On a tout donné pour écrire un écart de 2 minutes, je pense 2 minutes 3 minutes. Ça a été bien, surtout pour les Érythréens, ils sont bons en finale avec cette montée. Ça a été bien pour nous pour gérer l'étape et prendre le maillot jaune. J'espère qu'on va réussir à garder jusqu'à la fin. Sur la route de Gardaya, les coureurs passeront par de somptueux paysages. Après 50 km calmes, le peloton s'agite et un Avec le Tour d'Algérie, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.